J'ai juste une question d'ordre pratique. Depuis la nouvelle procédure de nomination, combien de nominations ont été faites et surtout, combien de recours ont été intentés depuis? Avez-vous des chiffres? Oui, donc nous avons eu des places vacantes qui ont été publiées en 2016. Donc en 2017, il y a eu une vague de nominations. C'est jusqu'ici les seules nominations qui ont été publiées, puisque la deuxième vague de places vacantes est en phase de finalisation, je vais dire, et ne feront probablement l'objet de nominations qu'à l'été. En ce qui concerne les recours, je n'en ai pas fait la statistique, mais à ma connaissance, il doit y en avoir, je crois qu'il y en a eu 3 du côté francophone. Voilà, mais aucun recours n'a jusqu'ici abouti et ils ne sont pas ciblés ni argumentés tous de la même manière. Donc, il y a toujours des recours, mais on vous connaît, il y en aura toujours, à mon avis. Mais maintenant, j'espère qu'on va quand même arriver dans une dynamique beaucoup plus positive et que le recours en tant qu'instrument stratégique de contestation va perdre de son intérêt de par l'arrivée de vagues de nominations successives dans chaque arrondissement et j'espère du fait d'une jurisprudence que j'espère un petit peu plus constante au niveau du Conseil d'État. Voilà. Alors, encore des questions? Dominique? C'est un petit commentaire par rapport au superbe texte du confrère Charlier. Pour un peu le paraphraser, bon, c'est vrai que c'est un long parcours du combattant, mais je pourrais dire qu'il y a quelques années d'ici, je pourrais utiliser aussi un autre titre de film qui était Le Pistonné. Par exemple, alors je ne vais pas reprendre les 14 stations, hein, mais bon, à l'époque, aucun diplôme n'était demandé. On essayait de trouver un stage où on était plutôt exploité prodéo. Les formations, on n'en avait pas. Les examens, il y avait un examen annuel. Bon, ben, c'était comme le permis de conduire, on pouvait le passer plusieurs fois. L'homologation, il y avait même 2 par an. Aucune formalité de suivre quoi que ce soit. Et les nominations, bon, ben, on essayait. Je vais être assez trash, hein, mais bon, il suffisait que peut-être papa avait un gros portefeuille avec des accointances du ministre de la Justice du moment. Bon, il y avait tout cet aspect des choses, et je pense qu'il y a à boire et à manger, donc je pense que voilà, c'était un peu ça. Bon, les suppléants, la plupart, ben, ils étaient considérés pour rester tout le temps sur la route, ils n'avaient pas de possibilité peut-être de faire autre chose. Maintenant, ben, il faut savoir tout faire, savoir gérer une étude, savoir aussi signifier. Et bon, ben, pour quand on postulait, ben, les seules possibilités, c'était ben, attendre. On voyait bon, ben, parfois des plus jeunes passer, les possibilités, c'était le Conseil d'État. Et donc, voilà, c'est ça que je dis, bon, le pistonner en souriant, mais c'était un peu ça. Donc, je pense qu'il y a à boire et à manger. Le chemin de croix ici est peut-être long, mais voilà. Ouais, bon, je vais pas faire... voilà, le chemin de croix était différent, mais bon, je vais pas refaire 14 stations. Mais voilà, maintenant, c'est un avis aussi personnel, d'expérience, et ce qui a donné lieu aussi, et je pense qu'on en parle aussi, à une génération dite sacrifiée. Peut-être que maintenant, il y aura beaucoup de places de libres, mais il y a des dizaines de candidats qui ont laissé tomber et qui ont la quarantaine, la cinquantaine et qui sont toujours sur les routes. Voilà. Oui, probablement, je suis d'accord avec cette remarque-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si des gens sont pistonnés, je pense qu'ils sont plus pistonnés par leur propre dossier, par leurs propres efforts que par des interventions externes. Au niveau des commissions de nomination, je n'ai jamais perçu qu'il y avait ce genre de choses. Maintenant, bon, on est dans une société, on n'est pas dupe, on connaît la vie, donc il est possible que l'un ou l'autre membre ait une sympathie particulière par rapport à l'un ou l'autre candidat ou l'un ou l'autre stagiaire, mais de toute façon, dans une commission, il y a une collégialité et une discussion tout à fait globale qui déconnecte tout à fait ce genre de choses. Maintenant, qu'il y ait toujours de l'attente pour certains
pour avoir vraiment la place qu'il souhaite, ben, il y en aura toujours. Ça fait partie du système de libération des places chez les huissiers de justice. Et qu'il y ait encore des gens qui passent avant d'autres, je pense qu'il y en aura toujours. Maintenant, pas pour les mêmes raisons. Voilà, c'est à l'aptitude et au mérite que les dossiers progressent et c'est comme ça. Chaque système a ses avantages et ses inconvénients. Ben, je voudrais me permettre plus une observation qu'une question et profiter de la présence de notre nouveau président national. Personnellement, je crois vraiment dans le rôle social de l'huissier de justice. C'est peut-être même ce qui me permet de me lever chaque matin depuis ma nomination. Je crois même que nous jouons le rôle de régulateur de marmite sociale. Bon, à tort ou à raison, c'est vrai. Combien faisons-nous de saisies et combien faisons-nous de ventes? Si un jour on devait se mettre à vendre tout ce que nous saisissons, je crois que ce serait la panique généralisée. Mais nous concluons beaucoup d'accords et je crois que ça peut contribuer à raffermir chaque jour davantage notre nécessité. Pour pouvoir affirmer encore davantage ce rôle social, il faut bien sûr afficher une bonne crédibilité. Et ça, c'est, je dirais, le drame actuel, c'est que quelques individus parviennent à discréditer tout un corps. Je me souviens, j'étais membre de la Chambre d'arrondissement de Bruxelles il y a une quinzaine d'années. Un confrère comparaissait pour des comportements totalement inadmissibles en matière de tarifs. C'est vrai qu'à l'époque, les sanctions disciplinaires étaient nettement moins importantes, elles étaient nettement moins dissuasives. Eh bien, ce confrère vient encore de se signaler à la Chambre il y a quelques semaines pour les mêmes problèmes. Ce qui veut dire que les 15 années écoulées n'ont pas permis à ce confrère de tirer certaines conclusions. Pour lui, la fin justifie les moyens et le but n'est qu'économique. Maintenant, nous avons des sanctions disciplinaires qui peuvent même être très puissantes. Le tout est de savoir quelle va être la politique de la Chambre nationale en matière disciplinaire. Il y a un cancer dans la profession, enfin s'il n'y en avait qu'un, mais celui-là, je trouve qu'il est particulièrement virulent. C'est le no Q, no pay. Quelle va être la politique pour éradiquer ce phénomène épouvantable dans notre profession qui nous monte les uns contre les autres et qui vide de leur substance beaucoup de nos études. Jusqu'à présent, les différents présidents qui se sont succédés se sont bien gardés de prendre position, mais peut-être avaient-ils des raisons personnelles, je ne sais pas. Maintenant, on a décidé de créer un ombudsman, mais au fond, c'est peut-être un peu comme si on créait un hôpital où on ne donnerait pas de soins. Parce qu'un ombudsman, ben oui, on va aller le voir, mais si le rôle disciplinaire de la Chambre nationale se contente de peu de choses, si on ne met pas une fois pour toutes les doigts dans la plaie, pour moi, cet ombudsman non seulement va nous coûter très cher, mais ce sera, encore une fois, une façade de respectabilité. Il faut vraiment éradiquer les confrères qui n'ont pas leur place dans notre belle profession. J'espère que le nouveau comité de direction prendra la pleine conscience du rôle qu'il va devoir jouer dans ce domaine. Merci. Alors, encore des questions?
Confrère Brûlé. Ah, Franck. Oui, confrère Lambert. Heureusement que tantôt il y aura encore de la musique, mais je viens de descendre un peu en bas pour donner un coup de fil à notre ministre Geyns. Je lui ai demandé si pour tous nos problèmes, il ne serait pas mieux de nous changer en fonctionnaires purs et simples. Ça pourrait résoudre tous nos problèmes et bon, si c'est dans le secteur social, pourquoi pas. Non, mais quant à la question pour le no cure no pay, j'avoue que encore cette semaine-ci, j'étais en commission de comptière et là aussi, avec les réviseurs de comptes, on remarque déjà dans les attestations et avec les demandes que vous allez recevoir bientôt pour remplir votre nouvelle attestation. Si vous la remplissez bien, les réviseurs de comptes, et non seulement eux, mais on peut déjà révéler ceux qui travaillent no cure no pay. Et comme il y a déjà, pendant l'année passée, pas mal de contrôles TVA, là aussi, avec les programmes logiciels et avec les contrôles, il y a pas mal de questions qui se posent. Donc, pour ce qui en est, je peux parler pour mon comité de direction et ainsi pour le comité de direction précédent. Il n'y a pas lieu de passer où que ce soit. On fera le point là-dessus. Mais quant aux plaintes qui nous arrivent à la Chambre nationale, c'est plutôt rare que c'est sur le no cure no pay. Donc, je constate quand même que beaucoup de confrères en parlent, mais dénoncent presque jamais. Donc, si c'est assez concret, on fait des investigations. Et déjà, il y a eu, non loin dans le passé, il y a eu une plainte anonyme vis-à-vis d'un confrère en disant, bon, il efface des choses dans sa comptabilité, il y a des erreurs et tout ça qui pourraient indiquer le no cure no pay. On a, en tant que Chambre nationale, pris le devant et on a envoyé un réviseur de comptes qui a rédigé un rapport assez pas mal et malheureusement qui coûte assez bien d'argent pour éclaircir ce dossier. Mais tout compte fait, si ça ne résulte pas en résultat no cure no pay, tant mieux pour nous, hein, mais il ne faut quand même pas exagérer non plus. Mais je peux être ferme là-dedans avec le comité de direction et avec le rapporteur et le rapporteur adjoint qui ont été élus avec moi. Bon, on est du même avis, on va prendre le devant, mais ils auront déjà il y a pas mal de dossiers qui nous attendent. Donc je peux rien dire de plus là-dessus, mais on a de toute façon, on a ces intentions. Alors, encore une question avant que je passe la parole au professeur Deleval. Voilà, Maître Brûlé. Alors, en ce qui concerne l'application ou la concrétisation du rôle social de l'huissier de justice, et plutôt que d'attendre des années avant que nous y employions, je vais profiter de la présence de M. le doyen Deleval et M. le professeur Georges pour leur poser une question, enfin leur solliciter un avis. L'arrêté royal de 1976, qui fixe le tarif des actes des huissiers de justice en matière civile et commerciale, l'article 2 dispose qu'il est interdit à l'huissier de justice d'accorder un rabais à son client. Le tarif, l'arrêté royal utilise le terme client. Et cela a une certaine importance à mes yeux. Le même article dit « Il est interdit à l'huissier de justice de réclamer plus que ce qui est fixé, de réclamer
aux justiciables plus que ce qui est fixé dans le tarif. Donc, puisque l'arrêté royal dispose que le plus on ne peut pas, mais n'interdit pas le moins, ma question est la suivante. Pourrait-on appliquer ce fameux rôle social en disant, voilà, je réduis mes honoraires étant donné votre situation sociale ou humanitaire? Ai-je des chances d'être sanctionné par la commission ou le risque d'être sanctionné par la commission disciplinaire si j'applique cette interprétation? Merci. Mais j'improvise, je n'ai pas l'arrêté royal sous les yeux. L'arrêté royal édicte des règles d'ordre public dans le cadre de vos activités monopolistiques. Si je comprends bien, je n'ai pas l'article sous les yeux, vous insistez sur le mot client, on ne peut pas accorder un rabais à un client et au justiciable, on ne peut pas lui demander davantage que ce prévoit le tarif. C'est ça, j'ai bien compris. Alors, est-ce que le fait qu'on parle du client et du justiciable entraîne une différence de sens? Et je voulais vous dire un mot quand j'aurai la parole, pour vous dire qu'à mes yeux, les mots client, mandataire devraient être proscrits. Je vois, dans le cadre de vos fonctions monopolistiques, le justiciable ou le justiciable potentiel ou celui qui recourt à vos activités monopolistiques. Donc, je ne vois pas que, sur base de ce texte, le tarif, dans le cadre de vos activités monopolistiques, vous autorise à accorder un rabais. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je vais rajouter un tout petit mot parce que on sent déjà le travail argumentaire pour voir, tiens, jusqu'où est-ce que je peux aller avant qu'on ne me fasse des emmerdes, hein? Il est clair que dans l'état actuel des textes, on peut financer. C'est avec le nouveau code de déontologie que cette question-là doit se régler. Le président précédent l'avait déjà plus ou moins amené comme idée. Le nouveau groupe de travail sur le code de déontologie a commencé. Bon, c'est beau, c'est un grand chantier, hein, mais je pense que c'est une question qui doit être amenée par ce biais-là. Et en ce qui me concerne ici, attention, je ne parle pas du tout en tant que membre du comité de direction, mais en tant qu'huissier de justice, ce n'est pas un hôpital qu'il faut construire, c'est un échafaud.